Montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Les mots de Gandhi guident son action politique. Tous les mois, Damien Carême, eurodéputé français, embarque dans un énième TGV direction Strasbourg. Car ce n'est pas à Bruxelles où il travaille au quotidien, mais là-bas qu'ont lieu les sessions plénières. Les plénières sonnent un véritable temps fort du Parlement européen. Durant 4 jours, débats et votes se jouent au cœur de l'hémicycle, l'occasion pour les eurodéputés d'adopter les textes législatifs, un marathon entrecoupé d'interviews, d'une conférence de presse et de plusieurs réunions de groupe. Première étape, la conférence de presse. Des journalistes font face à plusieurs eurodéputés de la délégation de la France Insoumise, élus ou réélus en juin dernier. Pas d'autres questions, on passe à la migration. Ouais. Il suffit de faire preuve de courage et d'audace, Monsieur Sarkozy, pour montrer que c'est différent. On a tous, on entend ce même discours partout. Mais on a peur de l'étranger. C'est pas de la naïveté quand on dit ça. Non mais attendez. En 2015, il y a la crise en Syrie, et donc il y a beaucoup de Syriens qui arrivent en partie sur le territoire de ma ville. Quand vous avez 300 femmes, 300 enfants, 1600 personnes adultes qui vivent dans la boue, dans des tentes avec des bras zéro les unes à côté des autres, on ne peut pas accepter. J'ai pris mes responsabilités, j'ai pris la décision, contre l'avis du ministre, contre l'avis du préfet, de monter ce camp. Moi, je ne laisse pas des êtres humains dormir à la rue, qu'on soit SDF, qu'on soit de passage sur la commune, exilés, on les accueille. Bonjour, je suis Damien Carême, maire de Grande-Synthe, et j'ai décidé en début de semaine de porter plainte contre l'État pour son inaction en matière de changement climatique. Le bâtiment en impose, mais pas de quoi effrayer Damien Carême, l'ex-maire de Grande-Synthe, qui effectue sa rentrée des classes au Parlement européen à Strasbourg. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, et on va peut-être adopter des textes qui ne résoudront rien au dysfonctionnement du système actuel, avec par contre toujours les mêmes victimes, que sont les demandeurs d'asile, que l'on rendra de plus en plus vulnérables dans des conditions d'extrême précarité, avec en plus des États membres qui savent qu'ils peuvent violer allègrement le droit sans aucune conséquence. On se demande aujourd'hui ce que nous faisons ici au Parlement européen. Voici la liste non exhaustive des adeptes du blanchiment d'argent, autant d'exploiteurs avisés des lacunes des législations européennes. On va enfermer délibérément des gens, on va priver des personnes qui arrivent de leur liberté pendant presque 1 an, alors qu'ils n'ont commis aucun crime. Leur seule difficulté, c'est d'avoir quitté leur pays parce qu'il y avait une menace sur leur vie. Ici pour illustrer l'inhumanité européenne, des politiques européennes en matière migratoire. Aujourd'hui, par exemple, on va multiplier les accords avec les pays tiers qui ne respectent pas les droits fondamentaux, où on va se dédouaner de notre solidarité en payant 20 000 € à un pays qui ne pourra pas reprendre des ressortissants. Ma boussole a toujours été la dignité humaine. Spécialiste du droit d'asile, membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, Damien Carême a été désigné par la délégation pour porter leur voix sur l'immigration. Quelle autre influence a l'extrême droite dans ce Parlement? C'est que maintenant, à toutes les sessions plénières, on va avoir un débat sur la migration. Marina vient de parler, la fois dernière avait parlé du secteur automobile qui est en crise avec les drames sociaux qu'il va y avoir derrière et l'effondrement d'un secteur économique. Aujourd'hui, on a le secteur automobile qui subit la même crise avec les mêmes risques de drames sociaux derrière. Manon a parlé du Mercosur avec les implications sociales que ça va avoir sur le 3e secteur économique qui est l'agriculture. Et de quoi parle le Conseil européen qui s'est réuni la semaine dernière, 3 jours, avec 27 chefs d'État, dès la migration, comme si la migration va trouver un problème à l'automobile, à la sidérurgie, au Mercosur, etc. Ça en dit long sur la pauvreté de nos dirigeants européens actuels,
actuels qui ont vraiment mis à leur agenda l'agenda de l'extrême droite, qui est d'ailleurs Marine Le Pen et Jordan Bardella se félicitent des conclusions du Conseil européen. Ursula von der Leyen, dans sa lettre, sa longue lettre, affirme cette ligne très droitière où plus rien n'est tabou sur les questions migratoires, externalisation, hub de retour, solutions innovantes. C'est vraiment tout ce qui était dans le programme de l'extrême droite ces dernières années qui est sur la table de négociation aujourd'hui, jusqu'à le fait d'accepter, de valider politiquement ce que demande Donald Tusk en Pologne, c'est-à-dire de ne plus du tout examiner les demandes d'asile de ce qui arrive du côté de la frontière biélorusse, en anticipant sur le règlement instrumentalisation du pacte asile-migration, qui dit que quand il y a instrumentalisation de la migration, on pourra s'exonérer de la demande d'asile, ce qui contrevient, et vous le savez aussi, à la Convention de Genève derrière. Et c'est un peu ça, tout le pacte asile-migration. Vous savez qu'il n'est pas encore appliqué, il le sera à partir de juin 2026. Et qu'il y a déjà des appels à sortir du pacte par plusieurs États membres et qu'il y a même un recours qui a été porté devant la Cour de justice de l'Union européenne par l'extrême droite sous le prétexte de la rupture de subsidiarité qui disait que l'Union européenne décidait pour les États membres alors que ça devait leur revenir. C'est un peu ce que dit Meloni sur le commentaire de la décision de la justice italienne de dire oui mais c'est pas l'Europe qui doit décider qui est sûr ou pas, c'est aux États membres de faire ce genre de choses. Beaucoup d'États membres sont sur les mêmes lignes au niveau européen. Il y en a qu'un qui sort du lot, c'est l'Espagne, qui est contre et qui annonce ce matin qu'ils mettent la dernière main à un projet de régularisation de 700 000 sans-papiers en Espagne, alors qu'ils en avaient déjà régularisé 500 000 en 2005, je crois, pour des mauvaises raisons, j'allais dire. Hein, c'est juste les retraites, le main-d'œuvre pour leur industrie, etc. Mais c'est la réalité de ce qu'est la situation démographique européenne. On sait que tous les pays, en France, on a même le ministre de l'Industrie qui dit qu'on a besoin de la migration parce que sinon on est en panne de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs. La ministre de la Santé qui dit elle-même attention, si on interdit toute la migration, même nos hôpitaux se cassent la gueule parce qu'ils tiennent avec beaucoup de main-d'œuvre étrangère dedans. Enfin, on voit bien un peu la folie dans laquelle on est aujourd'hui sur les questions migratoires, où en fait les vrais problèmes de fond ne sont pas traités. Tous les problèmes des crises aujourd'hui, crise climatique, économique, financière, etc., et qu'on ne met la main que sur la migration en montrant les crocs. Être une personnalité politique, c'est également accepter de participer au bal médiatique. Cinquième, tu as dit combien? Ouais, on est bon. Ce jour-là, l'entretien est mené par Noah, un jeune citoyen, journaliste en herbe. Yes. En fait, c'est à peu près les mêmes questions que D'accord. Les différences. Premier thème, donc c'est sur la politique internationale. Et est-ce que la migration est-elle une chance pour l'Union européenne? Oui, mais c'est pas qu'une chance. Ça fait partie de nos valeurs européennes, ça fait partie des valeurs fondatrices de l'Union européenne et que c'est notre devoir de solidarité internationale pour moi. Il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui arrivent chaque année en Europe. On a la capacité financière, ce qu'on veut, à les recevoir correctement et pas comme on les reçoit aujourd'hui. Ça, c'est un de mes grands combats européens. C'est la manière dont on accueille aujourd'hui les exilés qui arrivent sur notre territoire. Il faut partir du principe qu'un exilé, il quitte pas son pays de gaieté de cœur. Quand il part, c'est que vraiment il a des bonnes raisons. Quelles qu'elles soient, c'est pas à nous de juger de là où on est, les raisons pour lesquelles ils viennent, mais il fuit la guerre, il fuit le terrorisme, il fuit la misère, il fuit plein de choses derrière, le changement climatique aussi, on en parlera après. Donc voilà, ils arrivent sur notre territoire. Je crois qu'il est de notre devoir, nous Européens, de le faire. On a été capable d'accueillir 7 millions d'Ukrainiens en quelques mois, il y a à peine 2 ans, en leur offrant tout de suite un accès au travail, un accès à la santé, un accès au logement. Donc voilà, c'est pas les quelques dizaines de milliers qui arrivent chaque année qui devraient nous effrayer. Au contraire, c'est bien, moi j'ai l'habitude de dire presque sur le ton de la plaisanterie, heureusement qu'on a la migration, sinon on mangerait toujours de la poule au pot. C'est génial d'avoir un jeune qui se mobilise.
Au sein du Parlement européen, Damien Carême est également membre de la Commission du développement et de celle des pétitions. En cette session plénière, on vote le budget de l'Union européenne. Mais la question migratoire déchaîne les débats parlementaires et les médias. L'Union européenne va maintenant financer les murs, les barbelés partout en Europe. On a participé au financement de ce grand grillage entre la Biélorussie. Et là, je parlais pour le budget. Et on ne va pas le prendre de Frontex, puisque Frontex va encore augmenter, puisque la présidente von der Leyen a annoncé qu'on allait passer de 10 000 gardes frontières, qui ne sont pas encore là, puisque c'est en cours, jusqu'en 2027, il y aura 10 000 gardes frontières, à 30 000. Donc le budget de Frontex va encore exploser. Ça ne changera rien, c'est plus. Et ça ne change jamais rien. Si, ça génère plus de morts et ça ramène plus d'argent aux trafiquants d'êtres humains. Parce que c'est plus compliqué de contourner une frontière, donc c'est plus cher le passage. Après un premier mandat européen chez les Verts, Damien Carême a rejoint il y a quelques mois le groupe de la gauche et la liste française de l'Union populaire menée par Manon Aubry. I see the French people are in particular the most disturbed, so sorry. I know that some chocolate is always making a lot of effects, especially on French and Belgian people. We have an alliance for the chocolates. Actuellement, 720 députés siègent au Parlement européen, dont 81 français. Damien Carême, homme de terrain, ne s'était jamais imaginé en faire partie. Un bond vertigineux depuis Grande-Synthe où il a été maire durant 19 ans, lui, fervent défenseur de la justice sociale, voulait seulement aider son prochain. Merci. Donc c'est là-bas. Damien Carême, je suis membre du groupe de la gauche ici au Parlement européen. J'ai toujours dénoncé les accords avec les pays tiers pour externaliser nos frontières, pour externaliser nos procédures d'asile. Ça ne correspond absolument pas aux conventions internationales. Mais on va dans des pays qui ne sont pas respectueux des droits humains. Et ne pas respecter ces personnes qui arrivent, que l'on doit écouter et à qui on doit offrir, quand se présente, une protection internationale. Donc voilà, je combats cette solution-là parce que c'est pas la bonne solution. L'Europe peut faire autrement. J'ai été maire pendant 20 ans pratiquement en France et on sait qu'on peut y arriver. On sait même que la population, quand on lui explique les choses, elle comprend. Elle refuse pas d'accueillir ces personnes-là. Je pense que ce qui fait les scores des extrêmes qui montent en Europe, c'est pas le problème de la migration. C'est le problème de la pauvreté, c'est le problème de on ne sait pas comment finir les fins de mois, du pouvoir d'achat, c'est l'abandon, le sentiment d'abandon qu'ont ces populations par les États membres. Et aujourd'hui, on a 27 États membres qui se tirent tous dessus. Donc, plus personne, pratiquement, ne partage les mêmes valeurs. Il y a des pays, ce qu'on appelle les frugaux, l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays baltiques, qui sont sur les règles budgétaires extrêmement dures, mais qui mettent un certain nombre de pays sur la paille. Et on s'en fout. Voilà, c'est le dogme du libéralisme qui a pris la place dans l'Europe, et non plus les valeurs de solidarité. Neuf eurodéputés de l'Union populaire ont été plébiscités par les Français aux élections européennes de juin. Un groupe soudé, omniprésent sur le terrain et dans leurs nombreuses missions au Parlement européen. Et la course contre la montre reprend pour Damien Carême. Entre deux votes, l'eurodéputé s'octroie un aller-retour à Paris. La raison, un débat pour sensibiliser le public à la cause migratoire. On va se poser la question de ce qu'on entend par hospitalité. Est-ce que la France est devenue inhospitalière? Qu'est-ce qu'on entend par France? Qu'est-ce qu'on entend par hospitalité? Damien Carême, député européen, coprésident de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, l'ANVITA, que je vous invite à aller regarder. Ancien maire de Grande-Synthe, donc c'est une ville du Nord, Grande-Synthe, qui avait un camp aux normes internationales que vous avez organisé avec Médecins sans frontières à l'époque afin d'améliorer les conditions de vie des migrants. Un camp qui, si je me souviens bien, a brûlé. Et à l'époque, on vous avait refusé, je crois, la possibilité d'en refaire un, c'était bien ça.
citez juste la phrase du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qu'il m'a sorti en septembre 2017 quand il m'a reçu après l'incendie du camp. Justement, j'avais demandé à le voir pour savoir quelles allaient être les solutions qu'on pouvait mettre en œuvre. Et il était en train de préparer la 19e ou 20e loi de 2018 sur la migration. Il m'avait dit, pour me donner l'esprit de sa loi, ouvrez les guillemets, on va leur faire passer l'envie de venir chez nous, fermez les guillemets. En 2015, avec le conflit syrien, ils sont passés de 60 au mois de juillet à 2500 au mois de décembre, sur un terrain où rien n'était prévu pour des sanitaires, pour de la distribution alimentaire, et c'était pas possible de rester dans ces conditions. Et c'est là que j'ai commencé sous-préfet, préfet, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, président de la République, pour savoir ce qu'on allait faire. Et il n'y avait pas de solution en France. C'était là où on a commencé à faire les centres d'accueil et d'orientation en France, où la Valls, à l'époque Premier ministre, appelle les villes en disant « ouvrez des structures pour accueillir ». Ne prône pas la construction de camps, parce que je pense qu'on a d'autres moyens pour accueillir dignement les personnes. Mais là, au moins, c'était un plus dans l'accueil, parce qu'on avait mis des sanitaires en nombre, on avait mis des petites cabanes de bois, des petits shelters, comme on disait, pour que les familles puissent être entre elles, au lieu d'être dans des tentes au milieu d'un espace comme ça. Il y avait de la distribution alimentaire, il y avait un centre de soins où il y avait gynécologie sans frontières, dentistes sans frontières, médecins sans frontières, médecins du monde. Enfin voilà, ils avaient accès à un certain nombre de services. On a pu scolariser les enfants du camp dans les écoles de la ville, les musiciens ou les théâtreux, enfin les culturels, allaient dans les activités de la ville. Enfin bref, on a géré au mieux cette situation pendant un peu plus d'un an, et au bout d'un an, conflit avec des communautés sur le camp, on sentait les tensions depuis un certain temps, les associations qui nous aidaient à gérer alertaient depuis un certain temps, conflit entre la population kurde et les Afghans qui étaient venus parce que démantèlement de Calais et certains n'acceptaient pas de bouger. Bref, le camp brûle et on se retrouve avec plus rien en 2017, en avril 2017, et du coup l'État toujours absent, le colon ne veut rien faire, donc j'ouvre un gymnase et puis on recommence à accueillir dans différentes conditions. Ils étaient 700 au moment où moi je suis parti en mai 2019, il y avait 700 personnes qui étaient présentes avec le minimum que ce qu'on pouvait leur mettre à disposition derrière. Et je n'ai jamais eu une réaction de la population hostile à cet accueil. Monsieur qui parlait des gens qui avaient peur, etc., de la migration, c'est vrai que moi j'habite dans un village, il y a 2000 habitants, à côté il y a des hameaux de 300 habitants, etc. Bon, puis il y a un hameau qui s'appelle Pienne-Haute, un autre qui s'appelle Libre. Il n'y a rien de libre, mais c'est voilà. Il n'y a clairement que des blancs qui habitent là. Ils sont 80 et ils votent à 75% extrême droite. Et il n'y a absolument pas d'immigration. Pourquoi ? En fait, ils ont peur que la télé arrive chez eux. Ils se sont dit, regarde ce qui se passe en France, regarde ce qui se passe à Paris, c'est la folie. On est là sur CNews, etc. Et il peut y avoir une manipulation des peurs, il peut y avoir une organisation collective de la peur. Et on sait que parfois l'organisation collective de la peur, dans l'histoire, ça a pu mener au fascisme, au nazisme et à d'autres choses. Mais accueillis et accueillant ensemble, quand on crée le dialogue, quand on crée ce lien humain, en fait, tous les fantasmes qui sont balancés par l'extrême droite, par les chaînes tenues par l'extrême droite, ne tiennent absolument pas. Et c'est en ça que je dis que la population ne refuse pas l'accueil, n'est pas inhospitalière. Et effectivement, au sein de l'Envita, l'Envita, Association nationale des villes et territoires accueillis, qu'on a créé en 2018, qui regroupe aujourd'hui 87 villes. Il y a 3 départements et 3 régions et 3 départements qui sont membres de l'Envita. Et c'est des villes qui prône une chose, il y a une charte qu'on adopte et qui doit passer au conseil municipal, c'est l'accueil inconditionnel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre... Et c'est pour ça aussi que dans ma ville, je n'ai pas eu de réaction de la population, parce qu'on a toujours fait en sorte que personne ne dorme jamais dehors. Il n'y avait pas de sans domicile fixe, donc on m'a jamais dit vous en faites plus pour les migrants que pour les gens de la ville. Et ça, c'est important d'avoir cette même action, cette cohérence d'action politique. Je ne pense pas qu'il y ait de solution magique. Nous, on a trouvé une petite solution dans la Vallée de la Roya, une petite solution de pas grand-chose. On accueille 15 personnes, ça se passe bien, on est heureux. Voilà, le but, il est là, en fait. C'est pas du sacrifice, en fait. Tout à l'heure, quand je disais la dépossession, etc., c'est pas de l'ordre du sacrifice, en fait. C'est juste de se laisser pousser au changement de soi, et puis voilà, et puis à l'interaction, quoi. Tout d'abord, accueillir dans des bonnes conditions, c'est-à-dire ne pas laisser les gens sans rien, et encore moins les enfants, puisqu'il y a encore beaucoup d'enfants en France qui ne sont pas accueillis, et pas se poser la question de la minorité. On les accueille, on travaille après. Donc moi, on assure ça, c'est-à-dire qu'on assure le maintien dans un minimum de dignité à toutes ces personnes qui arrivent, et il faut les accompagner dans tous les secteurs.
les personnes sur la langue, sur l'apprentissage de la langue, sur l'accompagnement psychologique ou psychiatrique, parce qu'ils ont quand même vécu des choses terribles sur la route pour beaucoup d'entre eux, et donc il y a besoin de créer quelque chose et de les accompagner dessus. Et après, c'est les ouvrir comme toute citoyenne et tout citoyen de la société. Et en fait, effectivement, le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'est un vrai sujet, ou de donner une carte, comme ça se fait dans certaines villes de l'Envita, Villeurbanne et autres, des cartes de citoyens de la commune. Et donc, ça permet de se sentir accepté dans la population. Changer le regard de l'autre, c'est de l'empathie en fait qu'il faut générer un peu partout.